fait, on m'avait demandé de faire un cas clinique de BAV, alors j'ai fait un cas clinique de BAV. Et je vais vous parler d'une dame qu'on a eue dans le service qui a 61 ans et qui, en fait, qui est arrivée dans un hôpital périphérique et qui se pointe en BAV3. Et alors, ce qui est marrant dans ses antécédents, c'est que donc elle a une chirurgie de canal carpien bilatéral, elle a un ulcère de cornée, et puis elle dit clairement qu'elle a un frère qui est porteur d'une mutation sérine 97-tyrosine de la transthyrétine. Donc elle dit, mon frère est muté, mais elle a toujours refusé de se faire génotyper. Voilà. Ah, c'est la vraie vie, hein. Voilà. Alors j'ai mis l'électro, c'est un BAV3, bon, rien d'extraordinaire, j'espère que les vidéos passent. Ouais, les vidéos passent. Donc après ça, c'est ce qu'on a récupéré. Vous voyez qu'on la récupère avec son pacemaker qui a été mis en place, et puis ensuite on nous l'envoie en disant écoutez, faut maintenant la bilanter, quoi. Donc je vous montre son écho tel qu'on l'a retrouvé. Donc elle nous a pas paru franchement hypertrophique, et puis quand on regarde son strain, là je vois moins 19, je crois, un truc comme ça, donc c'est relativement correct. Elle a 61 ans, cette dame, donc ça c'est son profil mitral, j'ai essayé de vous mettre les différents éléments que j'ai. Elle a une relaxation qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui n'est pas non plus hyper choquante pour l'âge. Et du coup, je n'ai pas posé la question, mais je vous la pose la question ensuite. Qui aurait fait quoi dans le cadre de l'exploration de cette patiente? Qu'est-ce que vous auriez fait comme examen, vous? Pour voir déjà si nous, on a fait ce qu'il fallait, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait fait ce qu'il fallait, mais... Une scintille os, ouais. Bon, pour le coup, nous, c'est ce qu'on s'est dit, en fait. Moi, je me suis dit, c'est assez simple. Elle arrive, on va lui taper la scintille os, et on lui a fait sa scintigraphie osseuse. Donc en fait, donc on a fait tomographie, etc. Et moi j'ai conclu que c'était un grade 0. Ouais, on m'a demandé mon avis, alors je l'ai donné, tu vois. Ouais, mec, je suis souvent sollicité pour ça. Et donc du coup, en fait, c'est là où c'est la question que je vous pose, c'est cette patiente, est-ce que selon vous, elle n'a pas d'amylose cardiaque à transthyrétine, elle a un autre type d'amylose, ou elle a besoin qu'on fasse d'autres examens, en fait? Comment? Alors, qui est pour le N, allez, le A, pardon. Qui pense qu'elle n'a pas d'amylose et qu'on en reste là. Le B. Elle n'a pas d'amylose cardiaque, elle n'a pas d'amylose à transthyrétine. Après tout, elle a le droit d'être mutée et de faire un BAV3. Un poil jeune quand même, hein, 61 ans, mais pourquoi pas? Je ne sais pas qui pense qu'on s'arrête là et qu'on considère qu'elle n'a pas d'amylose. Qui pense qu'elle a un autre type d'amylose, ou qui pense qu'il faut faire autre chose. Oh, c'est bon. Ouais, merci, je te remercie, Michel. Et non, mais donc chez cette dame, en fait, on a fait une scintigraphie au MIBG et qui retrouvait, je vais vous montrer après le MIBG, c'est assez court, hein, vous allez voir comme cas, qui montrait en fait une absence complète de fixation du radiotraceur au niveau du massif cardiaque, alors qu'un cœur physiologique, je vais vous montrer des images, doit fixer le MIBG. Et là, elle avait un ratio cœur sur médiastin à la 4e heure, excusez-moi, qui était à 1,1. Je vais vous montrer les normes après. Théoriquement, le MIBG, c'est un reflet de la enfin, c'est un analogue de noradrénaline. Ça reflète les terminaisons présynaptiques et ça reflète en fait la réserve en noradrénaline. Et donc, c'est quand même un examen qui est relativement spécifique, hein. Ça peut refléter d'une hyperactivité sympathique comme ça peut refléter d'une dénervation présynaptique. En fait, l'idée de ce cas, quand même, c'était de se souvenir que dans la forme mutée, on sait qu'on a un phénotype plutôt neurologique ou on peut avoir un phénotype plutôt cardiaque. Et vraisemblablement, chez cette dame, on est sur un phénotype neurologique cardiaque, si finalement on est un peu cohérent. Une scintille au MIBG normal, c'est comme ça. Vous avez une fixation physiologique du cœur avec un ratio cœur sur médiastin qui est franchement positif. Et puis une scintille au MIBG pathologique, typiquement comme on peut les voir dans les transthyrétines, avec une atteinte neurologique cardiaque, eh bien on n'a plus de fixation du massif cardiaque et on a un rapport cœur sur médiastin qui est de l'ordre de 1, ou en tout cas inférieur à 1,4. Vous avez ici les travaux qu'a fait l'équipe de Bichat, en fait, qui s'est intéressée à la scintigraphie au MIBG. Et ici, vous avez le ratio cœur sur médiastin à la 4e heure.
Et ici, vous avez le ratio cœur sur contralatéral en scintigraphie osseuse conventionnelle. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est de voir que le ratio cœur sur médiastin diminue avant de voir apparaître la positivité de la scintigraphie osseuse. On parle ici, on est d'accord, on parle ici de forme mutée. On parle de la transthyrétine héréditaire. Ça, tu connais bien parce que c'est vous qui avez fait ces travaux. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que l'atteinte neurologique et le dépôt nerveux va précéder le dépôt tissulaire et que potentiellement, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer par MIBG. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant d'une part d'un point de vue clinique et pour l'appliquer dans le suivi de nos amyloses à transthyrétine mutée, savoir que si on a une scintigraphie osseuse normale, potentiellement en fait, on va recourir au MIBG pour suivre ces patients et pour précocement pouvoir voir une atteinte neurologique. Au-delà de ça, je crois que ça pose beaucoup de questions parce que j'en arrive du coup sur les questions où vous pouvez répondre sans arrière-pensée parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse. C'est est-ce qu'il faut la traiter cette patiente? Et la réponse oui, parce que la scintigraphie a suffi à prouver qu'il y a une atteinte cardiaque. Oui, parce qu'elle a une mutation et il y a une clinique qui suffit à prouver qu'il y a de l'amylose. Non, parce qu'en fait, on n'a pas de preuve histologique d'amylose et donc on ne peut pas la traiter sans preuve histologique. Ou non, parce qu'elle n'a pas d'amylose, en fait, elle a un BAV3, elle a une dénervation cardiaque qui est complètement aspécifique finalement, qu'on peut aussi voir chez des diabétiques, qu'on peut voir dans l'insuffisance cardiaque autre, et que finalement, c'est pas parce qu'elle a une mutation que je considère qu'elle a de l'amylose. Elle est mutée. Alors, on l'a fait génotypée, elle est mutée. Pardon, excusez-moi, effectivement, j'aurais dû, elle est mutée. Ouais, ça nous rassure. Oui. Excusez-moi. Non, elle est mutée, elle est mutée, bien sûr. Il était nerveux, je ne le dis pas. Est-ce que ça plan neurologique, non, alors, donc c'est le premier truc qu'on a fait, en fait, on l'a envoyé au neurologue en se disant, on va objectiver une atteinte périph', et là, dans ces cas-là, hop, on lance. Et en fait, elle n'a pas de neuropathie périphérique avérée. Est-ce que vous avez fait un IRM cardiaque? Non, on ne l'a pas faite. Alors le cas est récent, elle doit l'avoir parce que la pile, on les fait même avec la pile. Mais pour être tout à fait franc, je pense que l'IRM sera normal. Après, non, mais je peux me tromper, mais je ne crois pas que la problématique elle soit tellement là. Quand bien même l'IRM serait pathologique, est-ce qu'on la traite? Est-ce que je peux demander aux gens de Pfizer de sortir de la salle? Non, parce qu'on va peut-être dire des trucs qui vont vous choquer, là, maintenant. Bon, alors, d'accord. Et BGSA? Voilà. Ouais, non, mais c'est la vraie question. Oui, je pense que... Donc ensuite, la question d'après, c'est si je la biopsie, est-ce que je fais des biopsies myocardiques d'emblée? Est-ce que je vais sur l'extracardiaque? Encore une fois, j'ai pas de réponse. Ou non, elle n'a pas d'amylose, on la biopsie pas. Ouais, alors nous c'est les neuros qu'on leur a envoyé, en fait ils ont fait des biopsies cutanées et puis ils ont trouvé en fait des dépôts. En fait c'est les neuros qui ont prouvé les dépôts en faisant des biopsies, en allant chercher et qui du coup ont objectivé l'histologie et les dépôts chez cette patiente. Si, on aurait pu, mais comme moi je suis scintigraphiste, je fais des scintilles. Non. Oui, non, on aurait pu. Non, effectivement. Et, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Après, c'était histoire là aussi de montrer le rôle que peut jouer la scintille dans le suivi de ces patients. Parfois, on a plus facilement l'accès à faire un biopsie salivaire. Non, mais les BGSA, nous on les fait. D'ailleurs, elle a eu les BGSA qui étaient négatifs, nous on les fait systématiquement aussi. L'idée là, juste je terminerai là-dessus, peut-être les quelques messages que je voulais aborder, c'était la problématique et pour reprendre ce papier que tu avais fait Thibaut, la problématique en fait du cumul des indices pour arriver au diagnostic d'amylose, que finalement on n'a jamais un examen qui va nous faire le pathognomonique et qui va tout emporter, que la négativité d'un indice, typiquement ici c'était ma scintille, mais ici vous avez tous les indices cliniques, vous voyez qu'il n'y a jamais du 100% dans les indices et que finalement c'est le cumul qui va nous amener à suspecter l'amylose. Alors là, vous allez me dire, elle arrivait avec un frère qui était muté, j'avais pas besoin de beaucoup d'indices, je suis entièrement d'accord, mais c'était pour rappeler que finalement, c'est toujours des situations un peu complexes qui vont nécessiter de cumuler les indices. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était plus pour apporter une réflexion sur qu'est-ce qu'on va appeler amylose, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par amylose, en fait. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous prenez cette série autopsique de 83, et donc c'est autopsique, hein, vous avez les tissus, etc. Si vous prenez les aortes, c'est 100% de TTR dans l'aorte.
les aortes de ces patients. C'est des patients qui ont tous plus de 85 ans, vous voyez. C'est 100% de dépôt de transthyrétine dans l'aorte. Ah, chez les sujets âgés. Chez du sujet âgé. Ah mais c'est une amylose, c'est pas une amylose je sais pas moi. Ensuite, si vous prenez les valves aortiques qu'on enlève à nos patients qui ont des sténoses aortiques, c'est 74%, c'est ici, là vous avez les sténoses aortiques, là vous avez les IAO, là les sténoses mitrales et là les IM, peu importe. On va juste se concentrer sur les sténoses aortiques. Vous avez des dépôts sévères, modérés et légers, et vous voyez que c'est 74% de dépôts dans cette série, alors probablement avec un biais de centre, c'est 74% de dépôts de transthyrétine sur les sténoses aortiques. Nous, on fait de l'anapate de nos valves maintenant, en fait, et on en trouve, c'est hyper fréquent. Est-ce qu'on est sur de l'amylose ou est-ce qu'on n'est pas sur de l'amylose? En fait, est-ce qu'on considère qu'on a une atteinte d'organe ou pas? Pour être tout à fait franc avec vous, quand on regarde ensuite, quand je vais regarder le muscle, je suis loin de trouver de l'amylose dans le muscle. D'ailleurs, on se demande si c'est rentable de continuer à faire de l'anapate de nos valves parce qu'on se demande si c'est un rapport. On est peut-être comme sur un phénomène du canal carpien, à savoir qu'on précède l'atteinte d'organe d'une dizaine d'années, de 7 à 10 ans, j'en ai aucune idée. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'était plus une réflexion que je voulais aborder et peut-être insister sur le côté qu'on est sur une pathologie de dépôt qui nécessite, il ne faut pas renoncer à l'histologie, je crois, c'est quand même quelque chose d'important, il faut prouver l'histologie quand on peut, et maintenant avec la petite parenthèse de la transthyrétine avec la scintille, je suis le premier à l'utiliser, de l'argamanu, qui nous permet de nous passer de l'histologie en l'absence de gammapathie monoclonale. Voilà, c'était les réflexions que je voulais aborder autour de cette pathologie. Et donc elle a été mise sous TAFA en fait. Et là, sur votre série de sténoses aortiques, en scintigraphie osseuse, vous ne trouvez rien? Non. Alors pour l'instant, ouais, on n'en a pas énorme, on en a 15-20, et pour l'instant, je trouve pas non, je trouve pas de... J'étais un peu déçu, ouais. Non, je ne trouve pas d'amylose cardiaque. Et je vais vous dire, je suis hyper embêté parce que le dernier que j'ai eu là, on a trouvé de l'AL sur la valve aortique. Alors là, on sort l'artillerie, etc. Et ben non, il a rien en fait. On n'en trouve pas au niveau. Là, on est emmerdé, ouais. Et vu qu'on parle de la... Il a un cœur normal. Quand vous avez par contre un peu dans l'autre sens une patient qui fixe la scintigraphie et qui a un RAC bas débit bas gradient, on se pose la question, on tourne autour. Bah, s'il fixe à la scintille. Il est amylose. Il est amylose. Diagnostiqué amylose. En l'absence de gammapathie monoclonale, voilà. C'est une TTR. C'est une TTR. Ouais. Il a un RAC qu'on estime serré, il est symptomatique, oui. Bas débit bas gradient, ouais. Indice permétaire inférieur à 0,25. Ouais. Est-ce que du coup vous le mettez un TAVI? Alors, au-delà du TAVI ou pas TAVI, moi je reste guidelines, et s'il est symptomatique, je traite, tout en sachant qu'on est d'accord que deux éléments essentiels. Le premier, c'est que je ne suis pas sûr d'améliorer les symptômes. Et le deuxième, c'est que je sais qu'il a un pronostic beaucoup plus sombre et grave qu'un patient qui n'a pas d'amylose. Moyennant quoi, si le rétrécissement aortique est serré, si le patient est symptomatique, même en dehors de l'amylose, chez les patients en bas débit bas gradient, on sait très bien qu'ils sont de pronostic plus sombre, mais qu'on a quand même intérêt à les traiter. Donc je continue à les traiter, j'avoue. Alors, ce qui était intéressant là pour faire l'interlude pendant qu'ils s'en vont, c'était la définition de l'amylose. Vous avez vu la définition de l'amylose cardiaque, il faut la revoir, hein, parce que cette dame a une amylose cardiaque, et donc c'est ce qu'on se rend compte, on est en train de travailler dessus. Il y a toutes les tuniques cardiaques qui peuvent être infiltrées, le péricarde. On a eu un cas de tamponnade isolée sans atteinte myocardique par infiltration péricardique. On peut avoir que la valve sans le myocarde. Et en fait, on est en train de redéfinir vraiment de ce que c'est que l'amylose cardiaque et de ces maladies de dépôt. Et on voit donc effectivement c'est une maladie qui est liée au vieillissement, pour les amyloses séniles du moins, et qu'en fait, peut-être que nous, notre casquette insuffisante cardiaque, cardiopathie hypertrophique, c'est qu'un bout de... voilà, et qu'on peut avoir une atteinte des tissus électriques sans atteinte myocardique, on peut avoir une atteinte des valves sans atteinte myocardique, on peut avoir une atteinte myocardique sans atteinte des valves, et va falloir qu'on essaye de disséquer exactement ça, de savoir à qui il faut traiter ou pas, et effectivement, quel est le seuil de la quantité d'infiltration nécessaire pour poser un diagnostic, puisqu'on sait que dans les séries autopsiques du sujet
sujets âgés, il y a un quart des patients de plus de 80, 85 ans qui ont des dépôts d'amylose. Donc, est-ce qu'il faut tous les mettre sous tafamidis 10 voilà. Est-ce que la scintigraphie, le seuil n'est pas trop haut, trop bas? Enfin, moi, j'essaie de meubler, en fait. Hein, oui, mais moi, j'ai un autre commentaire à faire quand même, c'est que dans les questions qui ont été posées, c'est est-ce qu'on considère qu'il a une amylose et est-ce qu'on le traite? Il faut rappeler quand même que l'étude ATTRACT, dans les critères de traitement dans l'étude ATTRACT, c'était plus que 13 mm d'épaisseur septale. Et c'était pas la simple positivité scintigraphique. Hein. Donc l'effet bénéfique qu'on a observé dans ATTRACT, c'était chez des gens qui avaient 13 mm d'épaisseur septale ou plus. Et donc on n'a pas de données. Comment ? Ils peuvent être dans stade 1, 2 et 3. Ils peuvent être stade 1, oui. 1, 2, il y a un NT-probabilité supérieure à 900, une histoire de décompensation cardiaque, etc. Non. Donc ils sont déjà au stade d'insuffisance cardiaque. Ce qui était effectivement, alors Olivier est parti pour expliquer, qui n'était pas effectivement le cas de cette dame, et elle n'avait pas de neuropathie, donc on pourrait discuter. Voilà. Ouais. N'empêche qu'elle a déjà une amylose avec des dépôts. Héréditaire, qui est quand même une forme qui n'est pas très sympa, la sérine 77 tyrosine. Je dis pas qu'il ne faut pas la traiter. Je dis juste, je dis juste qu'il faut remettre en perspective ce qu'il y a dans ATTRACT, c'est tout. Et que même dans les RTU, on a des critères et qu'on est pour l'instant obligé de les suivre. Et moi, juste, je rebondis sur le premier examen à faire. Il a fait la scintigraphie, après Olivier s'est très orienté, et on a été plusieurs à s'interroger sur la place de l'IRM. Est-ce que vous, c'est plutôt scintigraphie osseuse, plutôt IRM? Est-ce que c'est aussi en termes d'accès? L'accès à l'IRM n'est pas fort. Après, il y a beaucoup. Pendant 6 semaines, en effet. Je suis pas sûr que moi, l'IRM aura changé grand-chose au cours des jours. Ouais, je suis entièrement d'accord. La scintille osseuse est normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt interstitiel. Pour moi, c'est ça, la scintille osseuse marque le dépôt interstitiel. C'est pas prouvé, hein, c'est mon idée. Ce qui explique que comme on a une forme neurologique cardiaque pure, la scintille osseuse est normale. Si elle n'explique pas la ligne, on peut du BT1. Et donc l'IRM, s'il n'y a pas d'anomalie morphologique à l'écho et que la scintille ne fixe pas, vous aurez une IRM normale. Et ça, c'est ce que je pense. Donc, voilà. C'est intéressant de faire la IMDG dans un second plan. On a fait la mutation, la physique, voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait de toute façon. Mais l'IRM, je ne suis pas sûr qu'elle aura apporté grand-chose. Hein. En plus, bon, avec le PM, on peut la faire, mais imaginez quand même une fois qu'on a un patient qui a un PM, pour des choses aussi fines, on peut en faire peut-être sur des patients moins sévères que les autres. Non. Je ne suis pas sûr que la rentabilité. La rentabilité n'est pas meilleure. Théo, tu as beaucoup d'expérience de l'IRM aussi. C'est vrai que j'en ai droit aussi, on en entend beaucoup, même des derniers papiers, il y a eu un papier récent, on était peu gêné. En général, on est gêné sur 1,5 segments moyenne sur 17 en IRM d'analyse, et il faut attendre ces 6 semaines pour faire de la pause. Ça dépend est-ce qu'il est implanté gauche ou droite, ça c'est une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'un base implanté à droite, je n'aurai jamais l'analyse de l'IRM. Vous avez des micros l'altération du strain de l'écologie, parce que le D, je vois un petit peu, parce que le 2D, c'était une FMG préservée, mais même le strain, il avait une altération minime basale et encore même pas du tout segment basal. Tout segment basal. Son strain n'était pas tout à fait normal. Non, parce qu'il est très concentrique. On voit déjà la cicatrine qui se dessine. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la biopsie cardiaque de cette patiente, parce que je suis sûr qu'on aurait quand même retrouvé des dépôts cardiaques à la biopsie, et qui aurait mis en défaut la scintille, parce que Michel, toi, on a eu des cas comme ça, on a fait des biopsies, alors que la scintille, et on trouve quand même des dépôts interstitiels qui ne sont pas suffisants pour marquer de la scintille. Est-ce que tu es un mapping, tu vois, n'a pas une sensibilité un peu plus impactante que la scintille, on attend pas assez peu? Ouais, je pense qu'il faut se donner, et puis en fait, tu as un mapping, quand tu as la cohorte avec la médiane, ça va, mais quand tu as le patient en face de toi, faire le diagnostic, c'est facile. On a des gros soucis à Lyon sur le terrain mapping, où ils nous sortent des diagnostics d'amylose. Voilà. Ça, on a tout négatif et on demande l'IRM dans un bilan de CMH. Ils nous disent terrain mapping augmenté, amylose. Et on reçoit ça presque plus tard, avec rien autour. Donc, on est en train de faire tout relire sur ces diagnostics un peu sur le terrain. Avec quel seuil, tu sais, du terrain mapping? Ils sont à 1100, genre ils sont pas très élevés, mais ça dépend tellement des machines et du calibrage local que. Il y a un calibrage aussi. Ouais, tout à fait. Il faut faire 50 patients sains.
Donc, nous, alors, je pense qu'on va même plus demander d'IRM pour l'amylose parce qu'on a plus de problèmes en fait que. Non, mais nous, on a biopsié depuis le début de l'année, on a biopsié 3 malades pour, comme ça, sur des données d'amylose, sur une suspicion d'atteinte cardiaque, de faux négatifs de la scintille, etc. Et puis, on avait des biopsies négatives aussi. Donc, ça, il y a des enjeux, quoi. C'est un problème. Je crois que l'histoire, en fait, il faut à un moment, quand on ne sait pas où on va, qu'il y a même le traitement derrière le coup, la biopsie, même cardiaque. Je pense qu'il faut y aller plus souvent à la biopsie cardiaque. Ah oui, là, dans le centre, alors, nos patients, ils ont un certain phénotype quand ils arrivent, ils sont quand même grosses insuffisance cardiaque, etc. Mais on est surpris de voir des patients qui se présentent comme des amyloses, qu'on aurait acheté amylose, et puis on trouve une sarcoïdose, une cardiaque assez géante, aiguë. Si bien un cas de trypanosomiase ganglier, c'est la Mujese, une myocardite. Donc en fait, en mettant toujours le syndrome c'est l'insuffisance cardiaque, le CMH sarcomérique sans avoir une affaire, en fait, on passe à côté de tout. Alors après, c'est pas tout le temps, mais on voit que la biopsie, quand on comprend pas ou que ça ne comprend pas. Non, merci. J'essaie d'arrêter. Mais à part ça, moi je pense que moi je suis pas du tout d'accord avec la notion de quel examen il faut choisir, parce que je pense que c'est surtout dans les formes débutantes, il faut faire de l'imagerie multimodalité, il faut faire tout, parce que sinon, d'abord on n'apprend pas les discordances, on n'apprend pas les divergences, et on apprend à jouer avec ça. C'est une gymnastique que en faisant tout et qu'en confrontant les données, parce que sinon tu préfères papa ou maman. Mais non.